Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à Fontenay-le-Comte à la découverte du plus vieux musée de Vendée. C'est le musée de la ville et nous allons ensemble découvrir sa partie ethnographique. Bonjour Gaëlle. Bonjour Grégoire. Vous êtes la responsable du musée de Fontenay-le-Comte. Alors ce musée, on le doit à un personnage, à un fontenaisien, qui l'a créé à quelle époque précisément? Alors le musée est un musée très ancien puisqu'il date de 1875 et il a été fondé grâce à Eugène de Mouybert dont nous avons le buste ici. Juste ici, à côté de nous. Exactement, oui. Alors lui, il avait une collection incroyable et il en a fait une donation à la ville, c'est ça? Même un legs, je dirais, puisqu'il n'avait pas d'héritier. Donc il avait une collection très importante de livres, mais surtout de gravures et de peintures. Il a décidé d'en faire don à sa ville. Alors, cette partie ethnographique, nous y sommes. Nous sommes au deuxième étage. Qu'est-ce qu'on va y découvrir? D'abord, cette sculpture qui est impressionnante et qui vient, je crois, de frères très réputés, hein, de grands artistes. Exactement, elle a été réalisée par deux grands artistes de Vendée, les frères Martel, qui ont vécu durant la première moitié du XXe siècle. Et ici, vous êtes face à l'Olonnaise, qui est la figure centrale du monument aux morts d'Olonne-sur-Mer, puisqu'ils ont réalisé plusieurs monuments aux morts en Vendée suite à la Première Guerre mondiale. Alors, une Olonnaise à Fontenay-le-Comte, oui, pourquoi pas, parce que la coiffe, la tenue était similaire à ce qu'on pouvait trouver ici? Exactement. Elle est habillée comme les Vendéennes pouvaient être habillées tout au long du 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le port de la coiffe, le châle sur les épaules et cette grande robe longue. Alors derrière nous, nous avons une partie, je dirais, assez nature. Oui, dans cette partie-ci, on évoque plutôt les différents milieux géographiques qui composent le sud Vendée, la plaine, le bocage, le marais, et leurs habitants, et plus précisément les oiseaux que l'on peut y découvrir. Et puis un peu plus loin, on est plutôt sur des objets de la vie courante. Oui, par exemple, pour le marais, on va évoquer notamment le marais mouillé. Eh bien, on retrouve les bottes de huttier, oui, donc qui étaient des pêcheurs, les fouennes, hein. oui, pour pêcher les anguilles. Ça devait être des bottes très, très lourdes, j'imagine? Non, pas forcément. Pas Alors, il forcément. faut qu'elles soient lourdes, puisque vous savez que les marais sont peu profonds et vaseux. Donc, la partie inférieure, elle est en bois et la partie supérieure en cuir. Là, sont peut-être des nases, on appelle ça comme ça? Oui, oui. Pour pêcher? Oui, les nases pour pêcher les anguilles, plus précisément pour les attraper. Voilà, et puis ensuite, on utilisait les fouennes. Vous en avez deux exemples qui permettaient de les piquer. Qu'est-ce donc, Gaëlle? Oula, c'est notre objet mystère. On aime bien les objets mystères. Donc nous, on l'appelle le moule à bouza. Voilà, donc c'est un moule qui était utilisé pour faire des galettes de bouse, puisque dans le marais desséché, on avait peu d'arbres, puisque dans les canaux, c'est de l'eau saumâtre, donc il ne permet pas le développement de la végétation. Donc la bouse servait de combustible. Exactement, et donc on faisait des galettes de bouse séchée pour avoir du combustible. Comme c'est encore le cas dans quelques pays d'Afrique et d'Asie aujourd'hui. Exactement, tout à fait. Ok, quelques autres objets peut-être à nous présenter, la baratte. La baratte à beurre. Elle a quel âge? Une centaine d'années peut-être? Oui, à peu près, on va dire. Et puis le moule à beurre aussi, qui est ici, qui est très rigolo, parce que dans le fond du moule à beurre, vous avez un ananas. Je ne crois pas qu'on trouve beaucoup d'ananas en Vendée. Grégoire, nous allons poursuivre notre découverte des collections du musée. Avec grand plaisir. Par la partie consacrée à la parure au XIXe siècle et plus précisément la parure pour les femmes. Donc ici, nous avons un portrait
qui date de la fin du 19e siècle. Et justement, dans ce portrait, on retrouve tous les éléments qui composaient la parure féminine. Donc on retrouve la coiffe. Très volumineuse. Hein. Ah oui, elle était imposante. Hein. Elle montrait que c'était une personne qui avait un certain statut social. Ensuite, sur ses épaules, elle a ce que l'on appelle un mouchoir de cou qui était croisé sur sa poitrine. Et ensuite, il y a les bijoux, puisqu'elle était vraiment coquette jusqu'au bout. Donc l'épingle de coiffe qui permettait de maintenir la coiffe sur un bonnet. Elle n'était pas posée à même les cheveux. La croix Jeannette. Et puis, elle avait 2 bagues. La coiffe n'était pas portée tous les jours. Elle était réservée plutôt aux moments exceptionnels et puis aussi au dimanche. Tous les jours, on portait plutôt un petit bonnet de coton qui permettait de cacher les cheveux, comme on peut en voir dans la vitrine qui est face à nous. Et ce qui est intéressant dans le port de la coiffe, ici, vous pouvez voir une présentation qui reprend en fait une carte du Sud-Vendée, les différents villages qui composent le Sud-Vendée. Les coiffes ont leur spécificité par rapport aux villages, elles se distinguent les unes des autres. Exactement, vous pouvez voir un nom de village et une coiffe associée. L'ensemble de ces coiffes s'appelle des cabanières, mais on voit qu'il y a des différences propres à chacun. Alors qu'à Fontenay, on portait plutôt la grisette, et vous en avez justement des modèles ici. Vous voyez, c'est une coiffe qui est un petit peu plus souple, qui est moins rigide. Enveloppante aussi, peut-être. Et un petit peu plus enveloppante. On le voit bien sur le portrait qui est ici. Dans un instant avec vous, on va poursuivre sur la partie mobilier qui est très très intéressante et riche d'enseignements aussi sur ce patrimoine du Sud-Vendée. Mais en attendant, je vous propose de retrouver comme chaque semaine un reportage. Il est signé Anthony Jamin. Décembre 2012, alors qu'il est sur son lieu de travail, François est victime d'un AVC. Pendant les mois de rééducation qui suivent, on lui propose de faire travailler sa motricité et son esprit en fabriquant des nichoirs à oiseaux. Dans le bricolage, quand tu as les 2 mains, tu utilises tes 2 mains. Quand il n'y en a qu'une, faut se débrouiller à trouver des solutions pour remplacer celles qui ne fonctionnent pas, quoi. En fait, j'ai travaillé dans le bâtiment, je travaille dans des maisons. Maintenant, je peux plus travailler sur les chantiers et faire mon métier, donc je fais des maisons pour les oiseaux. Comme ça, je reste dans la maison, quoi. Au fur et à mesure qu'il élabore des nichoirs, François s'est trouvé des subterfuges pour pallier son handicap, ce qui lui permet de rester autonome. Et c'est en observant la faune et la flore qui l'entourent que lui viennent ses idées de création. Pendant que je bricolais dans la maison, ici, j'ai eu des travaux à faire sur le toit. Et une fois, en bougeant des tuiles, j'ai découvert un nid. C'était des hirondelles. J'avais entendu parler que les hirondelles reviennent toujours là où elles sont nées pour refaire leurs petits. Et tous les ans, j'en ai toujours vu au printemps revenir dans le coin. Alors je me dis, je ferais bien un truc spécial hirondelle, mais... Après, je fais des nichoirs pour ceux qui veulent, quoi. Je suis suffisamment ouvert. Hein, les oiseaux qui veulent y aller, ils y vont. Ceux qui veulent pas, ils y vont pas. François a déjà vendu une dizaine de nichoirs, principalement à la sortie de la messe, mais aussi sur de petits marchés locaux. Mais pour lui, cette activité reste un passe-temps et surtout la possibilité de mettre un peu de beurre dans les épinards. Nous voici de retour au musée de Fontenay-le-Comte avec sa responsable Gaëlle Oliver. Oui, donc on va poursuivre avec les collections de mobilier dans cette partie ethnographique. Bien volontiers. Voilà, puisque le musée possède un ensemble remarquable de meubles. Celui-là est déjà magnifique. Il est représentatif de ce qu'on va avoir peut-être après. Exactement. Il est typique aussi du Sud-Vendée. Il est typique du Sud-Vendée. Donc on a ici face à nous un vaisselier qui est vraiment remarquable. Ce vaisselier de style Louis XV, donc on voit avec ses courbes, ses contre-courbes. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'influence du Saintonge, l'Aunis. Donc La Rochelle, qui est un port duquel on a amené des bois de contrées lointaines qui étaient utilisés dans le décor du meuble. Et on le retrouve ici. Donc on voit la présence d'une coquille Saint-Jacques, qui est très intéressante puisque c'est la signature du menuisier, ce qui est assez rare dans les meubles populaires.
Voilà, un décor floral effectivement très présent. Et aussi les entrées de serrure en fer blanc. C'est une des spécialités, une des spécificités plutôt des meubles du Sud Vendée. Voilà, c'était réservé à une certaine élite qui avait besoin de montrer en fait qu'ils avaient un statut social. Et puis surtout, le vaisselier, c'est un meuble aussi qui sert à montrer. À montrer quoi? La faïence. Et la faïence elle-même témoigne du statut social de la personne auquel elles appartiennent. Alors, on va découvrir maintenant plutôt les cabinets. Vous en avez un très bel exemple ici de cabinet vendéen qui servait plutôt à ranger le linge de maison. Et celui-ci, il est vraiment remarquable par l'utilisation de la loupe d'orme dans les vantaux de porte. Vous voyez, en fait, la loupe d'orme, le bois est malade, il en devient précieux, il est utilisé dans le décor. Et toujours ces présences des entrées de serrure en fer blanc. Grégoire, nous allons poursuivre notre découverte du mobilier avec un mobilier un petit peu différent. Alors un joli petit berceau qui a été réalisé, vous pouvez voir, avec différentes essences de bois, peu travaillé. Néanmoins, on peut voir qu'il y a quand même eu des efforts avec les petites boules. On imagine bien que c'est le papa qui a fait le berceau avant la naissance de son enfant. On a aussi un très joli petit garde-manger. Donc ce garde-manger qui est un petit peu l'ancêtre du réfrigérateur. Et puis là, juste en dessous, alors on me l'avait dit tout à l'heure, c'est assez étonnant, ça porte quel nom et qu'est-ce que c'est? Alors c'est une baillotte. Une baillotte. Donc la baillotte était utilisée plutôt par la maman et quand elle avait des travaux ménagers à faire, eh bien le poser dans cette baillotte. On pourrait dire que c'est l'ancêtre du parc. Du mini-parc, oui. Mais bon, l'enfant jouait pas trop quand même. Hein. La baillotte, une des découvertes ici avec Gaëlle du musée de Fontenay-le-Comte. Merci en tout cas de nous avoir reçus ici. Et puis j'espère à bientôt. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse. D'ici là, portez-vous bien.